Bon, on rattaque. Ouais, juste un tout petit mot pour réintroduire sur les questions de méthode. Donc là, c'était bon, le temps zéro, le lancement, on met des choses sur la table pour commencer à initier la réflexion qui va se dérouler sur l'année 2021. Je pense qu'il faut avoir en tête deux grandes phases. Une première phase qui va commencer dans les semaines, les mois qui viennent, où on va organiser un certain nombre d'entretiens avec des administrateurs et des directeurs. L'idée, ça va être, à partir des documents qui sont produits aujourd'hui, puis de ces entretiens, d'identifier quelques axes de réflexion, des thèmes de réflexion, et on aura l'Assemblée générale à ce moment-là. Et après l'Assemblée générale, lancer des groupes de travail pour là être dans le brainstorming, propositions, et pour avoir des pistes, des propositions pour enrichir le nouveau projet associatif, pour nous laisser quelques mois à la fin d'année pour une formalisation du nouveau projet associatif. Ça, c'était les quelques mots sur la méthode. Donc on ressollicitera un certain nombre d'entre vous pour avancer sur ces entretiens. Ce sera la prochaine étape. Pour poursuivre sur les travaux de début d'après-midi, on a invité Joanne Tesson, qui va nous présenter une étude qu'il a menée, je l'ai évoqué tout à l'heure en propos introductif, 25 entretiens, c'est ça 24, attention, 24. 24 entretiens, vous repréciserez les choses. Je vais tout de suite lui passer la parole. Joanne nous a fait une présentation préparatoire. Je suis parvenu à le laisser parler en l'écoutant pendant 1 h 15. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, tant sur la forme, je le dis parce que la forme de la présentation est très intéressante, et puis sur le fond, voilà, et je pense que ça nous renvoie des choses, ça fait écho avec le bilan qu'on a vu tout à l'heure, les éléments de stratégie. Donc peut-être que le plus simple, c'est que Joanne nous fasse la présentation peut-être exhaustive. Ça va être, je pense, le plus intéressant pour qu'on ait la totalité de la lisibilité, et après on se prend un temps d'échange, pour qu'on puisse le questionner, le cuisiner sur ce que vous avez entendu et relevé. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de faire plus court qu'1 h 15, autrement le tally ne va pas être tenu. Donc juste 2 mots pour me présenter. Donc, je suis Joanne Tesson, d'un cabinet d'études qui s'appelle Calistrat et qui est spécialisé dans les études de positionnement et dans les études d'expression d'attente et de besoins. Donc en sachant que j'interviens sur des domaines qui sont à la fois la santé, l'économie sociale et solidaire et une partie enseignement supérieur. Donc voilà, l'idée, là, on était clairement dans la partie expression de besoins et d'attentes, et avec également l'idée de construire une vision à la fois, une photographie et une vision un peu plus dynamique des attentes de vos différents publics. Donc, juste pour le texte. Donc, l'étude, elle s'inscrit, elle aussi, dans le cadre de la réflexion que vous engagez sur votre futur projet associatif 2022-2026. Et on était sur plusieurs publics, à la fois des acteurs institutionnels et financeurs, des personnes accompagnées et des familles, des mécènes et des partenaires associatifs. L'idée était d'avoir une vision de ces différents publics pour construire quelque chose. C'est peut-être le mat. Et avec donc, plusieurs objectifs. Un, vous positionner dans votre secteur, produire une photographie de la perception de votre association par vos différents publics, cette dimension dynamique dont je vous parlais, et faire émerger des attentes pour l'avenir, une dimension plus prospective, et un focus sur les publics qui avaient le recul suffisant sur l'impact de la crise sanitaire du Covid-19. Donc au total, donc là on est clairement sur ce qu'on appelle une étude qualitative, c'est-à-dire que l'idée c'était d'avoir un échantillon de personnes en ne cherchant pas, non pas une représentativité, mais en pouvant mettre en place un échange, un dialogue approfondi avec les différentes personnes entendues, où il y a eu effectivement au total 24 entretiens, donc des personnes accompagnées, familles qui étaient donc la plus grosse partie, 15 entretiens, les acteurs institutionnels 4, associations partenaires et bénévoles 3, et les mécènes 2.
L'idée, c'était d'avoir une représentation la plus large possible, notamment en termes de structure, parce qu'il y avait à la fois IME, CESAD, MAS, soins de suite et de réadaptation, EHPAD, mais également des dispositifs comme les unités d'enseignement élémentaire autiste, des dispositifs comme le dispositif du Perche ou Habitat Côté Court. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir quand même quelque chose qui soit le plus représentatif possible de vos différentes structures, avec donc un terrain qui a été réalisé entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de décembre. Donc le premier regard, parce qu'il permet je dirais, de vous positionner de la manière la plus large sur votre secteur, c'est celui des acteurs institutionnels. Donc on avait à la fois ARS, conseils départementaux, délégation interministérielle à l'autisme. Et donc là, on voit très clairement, dès la première slide, que le secteur, et là ça ne sera pas une surprise pour vous, est un secteur qui aujourd'hui est en mutation, avec ce qui est présenté comme rien de moins qu'un modèle qui est en train de changer, avec un mouvement qui actuellement est, je dirais, pas encore dans une phase de consolidation, mais qui est encore quelque chose qui se met en place, et donc par définition, qui est une phase de transition qui reste mouvante et à stabiliser. Juste en termes de présentation, il y a pas mal de verbatim qui sont présentés dans les slides. Donc je vous laisserai vous pouvez les regarder, je ne les lirai pas forcément, et vous les retrouverez bien sûr sur le rapport complet. Donc voilà, pas forcément besoin de prendre des notes s'il y a des choses voilà, qui vous marquent, que vous voulez garder. Donc voilà, on est dans une phase de transition qui est une transition donc inclusive, avec des enjeux qui sont importants en termes de nécessité de travailler ensemble, de coopérer, de changer les habitudes, on y reviendra. Et c'est un changement qui fait que finalement, votre secteur, il va devoir accepter de travailler différemment, comme le disent un certain nombre d'acteurs, avec, évidemment, il y aura toujours des places, des places qui vont rester, mais on aura probablement de plus en plus de solutions hors les murs, entre guillemets, avec des solutions qui sont proposées, notamment en termes de scolarisation en milieu ordinaire, avec un élément, il va y revenir après aussi, qui va être un redéploiement du coup, des moyens qui vont être mis en œuvre par les différentes autorités, donc ARS et financeurs bien sûr. Et là, l'idée, c'est de voir que finalement, plus que de la place, on va se retrouver sur des dispositifs, et on aura tout à l'heure des focus sur 3 d'entre eux chez vous. Et on a des réponses où, par exemple, des plateformes de services peuvent constituer des réponses tout à fait appropriées, avec un objectif qui est d'avoir beaucoup de coordination. Ça, évidemment, il y en a plus quand on fait du hors les murs que quand on est dans un établissement, même s'il y en a aussi dans les établissements, attention, c'est pas ce que je veux dire. Et d'avoir une prise en charge réellement globale de la personne, sans, comme disait un interlocuteur d'un conseil départemental, saucissonner la prise en charge. Donc là, il y a des nouvelles réponses, comme les plateformes de services, qui se mettent en place et qui sont attendues. Oui, s'il te plaît. Et dans ce contexte-là, très clairement, vous êtes considéré comme un organisme qui est engagé dans ce mouvement, qui bien sûr est un mouvement qui ne peut se penser que sur le temps long. On n'est pas sur quelque chose qui va se faire même en quelques années. Et vous faites partie des associations, des organismes qui s'inscrivent dans l'évolution de ces pratiques et qui font un peu feu de tout bois, comme j'ai pu entendre, alors qui est évidemment quelque chose qui, dans ce qui m'a été dit, était vu positivement, mais qui a également une part de risque, bien sûr, puisqu'il faut aussi être en capacité de gérer ce choix d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément les terrains les plus simples et les plus balisés d'une certaine manière. Mais voilà, on voit effectivement que vous êtes sur des dispositifs qui vont dans le sens de l'ouverture, de l'innovation, et qui, quand vous êtes retenu pour des unités d'enseignement élémentaire,
les personnes, effectivement, vous accordent la confiance et la capacité en termes d'ingénierie et de déploiement pour pouvoir mettre en place ce type de solution. Donc vous êtes perçu comme un acteur de la mutation par les acteurs institutionnels que j'ai entendus, avec des enjeux qui sont de partage extrêmement forts, de coopération et de coordination. Et vous êtes une association qui est en évolution et qui change finalement un peu de catégorie, ne serait-ce que par le nombre de structures et d'établissements que vous avez et que vous allez avoir, je crois qu'on sera, si je ne dis pas de bêtises, sur l'année 2021. Donc voilà, on a une croissance qui est importante. Et avec voilà, le sentiment qu'il y a eu un tournant qui a été pris il y a maintenant quelques années et qui se poursuit et serait même en train de s'accélérer dans la perception des acteurs institutionnels. En sachant qu'ils vous accordent une évolution, mais sans perdre ce qui fait finalement la spécificité. On reviendra tout à l'heure sur les dimensions humaines, sur les valeurs, sur l'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui ne se perd pas dans l'évolution que vous êtes en train de mettre en place et on peut quasiment dire la mutation qui est engagée. Alors, il vous accorde des spécificités. Là, ce verbatim la résume assez bien la perception des personnes que j'ai entendues. Il y a un premier élément qui est la gouvernance, parce que finalement, la qualité de la gouvernance, c'est quelque chose qui va irriguer l'ensemble de l'action et sans laquelle c'est compliqué de s'engager dans une mutation et dans une transformation. Il y a un haut degré d'expertise et d'ingénierie qui est perçu, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de professionnalisme également. La taille de l'association, comme je viens de le dire, qui est en train de muter. Des équipes qui sont en capacité de porter l'évolution, ce qui demande effectivement, ce qui n'est pas forcément tout le cas et ce qui demande, j'imagine, aussi une certaine dose de courage pour se lancer sur ces nouveaux chemins. Et voilà, il y a une dimension de pilotage et de positionnement sur les établissements qui est perçue par ce public des acteurs institutionnels. Tout ça, comme je le disais tout à l'heure, en gardant les valeurs qui sont celles aujourd'hui de vivre et devenir, puisqu'on parlait d'évolution, il y a un changement de nom également, hein, il y a un changement de format, de dimension, mais également un changement de nom qui était important. Mais voilà, tout ce qui était associé à l'association de Villepinte, toutes les valeurs qui sont des valeurs de bienveillance, le dynamisme, l'ouverture et l'attention globale, ce sont des choses qui, elles, sont tout à fait vues et identifiées par ces publics-là, et qui finalement est ce qui va déterminer le niveau de votre action et surtout qui fait votre ADN finalement, et que vous ne perdez pas, y compris dans cette phase de croissance qui peut être... les questions ont été posées par moments en disant est-ce qu'avec cette croissance-là, on va garder des dimensions de proximité, des dimensions plus... quasiment familiale, des fois j'ai entendu dans certains établissements, il y a une très grande proximité. Est-ce que ça va être gardé avec la croissance ou est-ce qu'on va le perdre? La lecture à date est plutôt que tout ça reste, mais qu'en même temps, l'évolution est en cours sur les différents dispositifs. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour les personnes que j'ai entendues. Alors, il y a une question qui était celle de l'innovation. Est-ce que finalement, on fait que vous êtes une association innovante est reconnu comme tel ou pas? Globalement, oui, vous êtes effectivement perçu comme ça. On verra tout à l'heure des focus sur des dispositifs qui le sont vraiment, mais je dirais dans l'approche, vous êtes perçu comme voulant innover dans les services que vous rendez au territoire, en gérant les établissements, que ce soit du PCPE, du DIH, des résidences accueil, et avec ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de faire de plus en plus de coordination, de plus en plus d'ouverture, de partenariat. Donc là, cette dimension d'innovation, elle se trouve notamment sur les dispositifs les plus innovants, mais je dirais plutôt de manière globale, même si ça peut dépendre des interlocuteurs. Je pense qu'en fonction des établissements, le degré d'innovation de modernité n'est probablement pas le même, ce qui me paraît logique.
soit parce que ce n'est pas le même moment de l'histoire, de l'évolution, ou pour plein de raisons. Mais il y a un autre élément qui n'est pas lié qu'aux établissements, parce que l'innovation, il faut aussi qu'elle soit possible dans les deux sens. C'est-à-dire que les acteurs institutionnels sont bien conscients aussi qu'eux, ils doivent être en capacité d'accepter de cette innovation et de suivre. C'est bien beau de proposer de l'innovation, mais si derrière, il n'y a pas les appels et projets qui vont avec et le soutien, c'est compliqué. Donc c'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur et où est l'équilibre entre ce que vous pouvez proposer et ce qui est attendu par les acteurs institutionnels dans les appels à projets, par exemple. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour innover, ben, il y a deux clés qui sont ressorties. C'est vraiment la gouvernance, que je viens d'évoquer. Donc là, il y a un binôme très clairement entre la présidente et le directeur général, qui est perçu comme étant complémentaire, dynamique et voilà, avec une forte volonté d'avancer. C'est vraiment les choses qui sont ressorties. Et sans ça, effectivement, sans cette gouvernance, ben, la mutation, l'évolution, elle va être extrêmement compliquée. Donc ça, je dirais que c'est l'impulsion et le suivi, c'est-à-dire la capacité à piloter l'évolution de l'association et des établissements et des structures. Et il y a un autre élément qui, là, est un élément qui est complexe, qui est celui de la formation et finalement de la culture qu'on peut avoir en interne dans les établissements. C'est-à-dire comment finalement l'ensemble des personnels vont avoir les moyens de mettre en place l'innovation et de nouvelles solutions, de nouveaux dispositifs. Parce que l'idée étant pas forcément d'avoir... ça suppose d'avoir des professionnels qui sont en capacité de faire évoluer leurs pratiques. Parce que les nouveaux dispositifs, ben, les demandes ne sont pas les mêmes. Les implications internes en termes de partenariat externe, de relations avec les personnes accompagnées et leurs familles ne sont pas les mêmes non plus. Donc là, il y a une question qui est, comme disait une personne de la délégation interministérielle, ils ne sont pas contre l'ouverture, mais des fois, ils ne savent pas comment faire. Donc il y a un besoin d'accompagnement dans cette évolution de culture, finalement, d'accompagnement du changement, hein, on dirait, si on était sur quelque chose qui est plus de l'ordre des RH, mais il y a un vrai sujet qui se pose sur ça. Et donc l'inclusion dans toutes ces dimensions, c'est la capacité à évoluer dans les pratiques et à se former. Voire même des fois, certains ont dit, à désapprendre. C'est-à-dire des réflexes qui peuvent exister et qui doivent évoluer dans de nouveaux dispositifs. Dans les deux dimensions structurantes également, c'est un axe qui est celui du renforcement de l'implication des familles. On voit que ça, c'est quelque chose qui est partagé et qui est attendu. Comme c'est un conseil départemental, il faut favoriser tout ce qui va renforcer la participation, l'implication des personnes et des familles, tout ce qui va permettre de co-décider et d'être acteur, et l'accès aux droits. Là, c'est une question qui est centrale, qui est complexe, et qui suppose qu'il puisse y avoir des opportunités, avoir à la fois des réponses très concrètes, et également, on y reviendra plutôt dans la partie personnes accompagnées, probablement de lever un certain nombre de barrières qui peuvent exister, qui sont soit des barrières très concrètes en termes de réponses proposées, soit des barrières qui sont plus des barrières mentales, d'une certaine manière, ou psychologiques. Alors, les attentes qui ont été exprimées par les acteurs institutionnels vis-à-vis donc de l'association et de vos structures, c'est d'avoir des solutions qui s'inscrivent dans les évolutions actuelles du secteur, et notamment des dispositifs inclusifs. Et souvent, et c'est là où je pense qu'il y a une augmentation de la complexité des mix de solutions qui sont à proposer. Un positionnement sur les appels à projets en mobilisant le niveau d'ingénierie que vous avez. C'est-à-dire que là, il y a des attentes qui sont exprimées pour que vous puissiez monter sur des appels à projets, y compris on va y revenir, je crois, dans la slide d'après, d'un nouveau genre, et de développer des partenariats avec d'autres acteurs dans une logique qui parfois peut être sur un territoire
puisque voilà, vous êtes perçu comme étant extrêmement ancré sur vos différents territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en termes de partenariat, de capacité à développer des réponses et des partenariats au plus proche des structures. Et là, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique de tête des réseaux sur lesquels vous pourriez vous positionner, ce qui est peut-être déjà le cas dans certaines, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur certains territoires. Voilà, c'est une question en tout cas qui a été posée. Et voilà, ces éléments-là, ça va vous permettre de vous positionner sur des nouveaux appels à projets, ce que vous faites déjà, je le sais, et d'être finalement un partenaire renforcé. On parlait tout à l'heure de la capacité des acteurs institutionnels à accepter et à porter l'innovation. Certains disent même de manière très claire, sur certains domaines d'accompagnement de services, nous, des fois, on ne sait pas faire. Donc il y a un besoin aussi de co-construire des réponses, d'aller chercher et de croiser finalement des compétences et de l'ingénierie entre des structures qui émettent des appels à projets et des organismes comme les vôtres qui y répondent. Et là, ça marque bien qu'on est dans cette période de mutation où les choses ne sont pas encore stabilisées, où elles sont encore à inventer d'une certaine manière et à écrire. Et justement, ces appels à projets, ce que moi j'ai entendu, c'est que vous êtes déjà sur des dispositifs efficaces sur l'ouverture et voilà, vous vous positionnez sur les appels à projets, mais ceux-là, ils vont évoluer dans une certaine mesure avec, voilà, très clairement, le conseil départemental qui dit nous allons favoriser les dispositifs hors les murs, nous orienter vers des cahiers des charges rédigés de façon peu directive, avec une marge de manœuvre importante sur les modalités de mise en œuvre. Et là, justement, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas l'expérience. Quand on va vers des dispositifs plateformes ouverts sur l'extérieur, faisant appel à des partenaires divers et variés, ils ont réellement besoin de l'accompagnement et de l'expertise que vous apportez. Avec toujours cette histoire d'équilibre entre la capacité de porter l'innovation et la mise en œuvre réelle. Un petit focus juste sur les deux mots sur les réactions pendant la crise sanitaire. De la fenêtre des acteurs institutionnels, voilà, vos structures se sont adaptées en conservant notamment toujours un bon niveau de sécurité sanitaire. Il y a eu une action en lien, en relation avec les acteurs institutionnels qui n'a jamais été coupée, bien au contraire. Donc là, voilà, il y a eu une réponse adaptée de leur point de vue. Des fois, il y a eu la possibilité de voir des partenariats qui se renforçaient, de la mise en place de solutions de répit dans certaines situations, et une nouvelle approche de la relation de la communication avec les familles. Certains disant même que finalement, de manière un peu paradoxale, ça a pu des fois renforcer le lien et les échanges avec les familles, cette situation de crise sanitaire. Parce qu'il y a eu des nouveaux modes de communication qui se sont mis en place, contraints et forcés, d'une certaine manière, mais qui ont pu finalement faire évoluer également le lien et la relation qu'il peut y avoir avec les familles, entre une structure et les familles. Et ça, alors il faudrait peut-être le vérifier sur un échantillon beaucoup plus large, mais l'idée étant de dire que ça, c'est probablement des choses qui seraient à conserver et à creuser pour l'avenir, dans les axes en tout cas qui seraient à intégrer. On en reparlera tout à l'heure, de la communication sur les personnes accompagnées, où c'est un enjeu majeur, parce qu'on voit que la communication, elle passe essentiellement par le présentiel, et quand vous avez une crise de la Covid et du confinement, forcément, ce pilier-là qui est majeur, il s'effondre d'une certaine manière, donc il faut trouver des solutions alternatives. La créativité naissant souvent de la contrainte, là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans cette situation. Donc, concernant maintenant les personnes accompagnées et leur famille. Pardon ? Voilà, c'est ça. La perception, donc là, il vous associe à la fois des valeurs, donc de la bienveillance, de l'écoute, de l'humanité, l'attention qui est portée à la personne, le respect et l'engagement. Et il trouve dans l'accompagnement qui est apporté un grand professionnalisme, des cadres de vie de qualité,
de la proximité, je dirais, à tous les étages, relationnelle, proximité avec les équipes, avec des partenaires extérieurs, l'implication, un vrai sens du collectif, on va y revenir, et c'est de la dimension sociale de ce qui est mis en place dans les structures, de l'ouverture des partenariats, et à l'arrivée, il y a un niveau d'attachement que je trouve très fort qui se met en place, qui existe donc, entre les personnes accompagnées ou leurs proches et les structures, et une relation qui est vraiment basée sur la confiance. C'est vraiment ce que j'ai entendu dans les 15 entretiens avec ce public-là. En sachant que l'image, elle se construit bien en amont, c'est-à-dire même avant de rentrer dans un établissement, la réputation, les renseignements qui sont pris, donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et l'accompagnement, il est multidimensionnel. Il y a 4 dimensions qui sont essentielles. La première, c'est la dimension humaine, qui vient clairement en premier. C'est quelque chose qui est le plus structurant dans les relations et dans l'accompagnement qui est proposé aux personnes accompagnées et à leur famille. Une dimension sociale, puisque beaucoup de choses sont mises en place à l'intérieur des structures ou en lien avec des acteurs extérieurs pour développer tout ce qui peut être important pour la socialisation, pour l'ouverture, pour la création de réseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Une dimension médicale, où là, il n'y a pas eu de retour, je dirais que c'est un peu RAS, c'est-à-dire que tout est géré, il n'y a pas de sujet sur le suivi médical en tout cas. Et une 4e dimension qui peut paraître un peu moins importante, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas, c'est tout ce qui est l'accompagnement dans les démarches. On sait que c'est souvent très compliqué dans un parcours de personnes en situation de handicap ou de fragilité. Et là, ils trouvent chez vous un accompagnement sur ces démarches. Et certains ont même un positionnement qui se rapprocherait plus d'une forme de coaching, d'une certaine façon, que de démarches purement administratives. Donc là, je pense que c'est une dimension qui n'est pas du tout à négliger et qui est importante dans l'accompagnement et dans les attentes qui sont exprimées par les personnes accompagnées. Et les fondamentaux, j'en ai relevé 6. Dans ce qui est, le premier, vous ne serez pas surpris à ce que je viens de dire sur la dimension humaine et sociale. Ce sont toutes les équipes et les acteurs extérieurs qui vont intervenir dans les structures. C'est ça qui va être le point d'entrée vraiment le plus important et qui va supposer beaucoup de liens, beaucoup de connaissances mutuelles et d'échanges. Le cadre de vie, où de manière unanime, dans les personnes que j'ai entendues en tout cas, ils considèrent que le cadre de vie qui est proposé est un cadre de vie de qualité, ouvert, sécurisé, avec des établissements qui sont localisés plutôt dans la ville plutôt qu'à l'extérieur complètement, donc avec des vrais liens qui se mettent en place, de la sécurité, du bien-être. Et ça, c'est, vous vous en doutez, très important quand ça devient un cadre de vie, qui est le cadre vie dans lequel on passe le plus de temps. Il y a une logique de parcours également, c'est-à-dire comment vous pouvez accompagner les personnes pour construire un parcours qui est un parcours souvent semé d'embûches, il faut le dire, et qui n'est pas linéaire, avec des fois des âges barrières ou des âges couperés qui obligent, en tout cas dans les dispositifs en établissement, dans les murs, à développer des nouvelles solutions et à passer d'un établissement à l'autre, des fois en fonction de l'âge. Donc ça, c'est comment se projeter, en sachant que là, ce sera le point 6, la projection est quelque chose de compliqué. C'est un peu une vie, je l'ai entendu, hein, au jour le jour, où on ne voit pas plus loin que la prochaine, ce qui va pouvoir être mis en place. Donc ça, il y a des attentes aussi pour essayer d'accompagner et donner de la visibilité sur cette dimension-là. Bien sûr, il faut répondre à une hétérogénéité qui est forte. Alors je dirais, entre vos différents types d'établissements, parce que vous avez entre un IME, un CESAD ou des soins de suite et de réadaptation, il y a une grande hétérogénéité. Mais même dans un établissement, les attentes, les profils, les situations ne sont pas les mêmes. Et là, très clairement, il y a la perception de la capacité, de la volonté chez vous d'apporter des réponses personnalisées aux différents types de cas qui peuvent exister, c'est-à-dire aux différents profils, aux différentes attentes.
avec un objectif qui est de permettre le plus possible le développement et l'accomplissement de chacun, que ce soit en termes de développement de l'autonomie, d'accès à la professionnalisation, en milieu protégé ou ouvert, je dirais peu importe, mais en tout cas donner des perspectives, ou arriver jusqu'à des niveaux d'autonomie où on peut être dans du logement semi-collectif par exemple, où là il faut accompagner, les personnes souhaitent être accompagnées le plus loin possible dans les capacités qui sont les leurs. Ça, c'est vraiment la demande qui est exprimée. Donc voilà, c'est vraiment les 6 points qui ressortent comme assez fondamentaux dans l'accompagnement. On a un point clé qui est celui de la question du choix, très complexe. C'est un choix qui est sous contrainte, hein. On ne va pas dire l'inverse. Mais les choses ont beaucoup évolué et il y a le sentiment qu'il y a plus de solutions aujourd'hui qu'on avait hier pour pouvoir exprimer et en tout cas avoir un choix qui soit vraiment un choix réel, en sachant que même s'il y a des contraintes, les familles sont en mesure, et pour beaucoup de celles que j'ai entendues, de mettre en place qui ressemblent à des stratégies, hein, vraiment pour se développer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de démarches, beaucoup d'énergie qui sont mises en place pour trouver les bonnes solutions et les bons interlocuteurs, soit pour soi-même, soit pour son proche, et finalement être acteur. Sachant que le choix, c'est un parcours de vie, c'est le choix d'un mode de vie également, avec la capacité de faire ses choix. Comme le disait le père d'un enfant autiste accompagné par un CESAD, il fera ses choix, et nous, ses parents, mais également le CESAD, sommes à ses côtés, pas derrière, pas devant, mais à côté. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement de la personne de la manière la plus proche, et je dirais la plus respectueuse des choix de chacun. Et il y a bien sûr le choix d'une structure, où il faut trouver des établissements, on en parlait tout à l'heure, qui correspondent, si on est dans le cadre de personnes en situation de handicap, aux différentes étapes de son développement. L'accès au droit, là aussi, c'est perçu comme étant complexe, comme ce qu'on dit tout à l'heure pour les acteurs institutionnels, sachant que le premier droit, c'est celui d'être accompagné, d'avoir des solutions qui soient proposées, quel que soit en établissement ou à la maison, ou pour des personnes âgées, malades ou en fin de vie, d'être prises en charge de la façon la plus, je dirais, la plus proche et la plus pertinente possible, et des enjeux d'accès au droit, en sachant que pour accéder au droit, il faut qu'il y ait des solutions qui existent, c'est-à-dire une offre qui permette effectivement d'accéder au droit. Je crois qu'il y a une question d'accès effectif au droit qui est importante. Et ça se pense, moi j'ai vu qu'il y a pas mal de barrières qui existent, soit parce que cette offre, les solutions n'existent pas, soit parce que les personnes ont du mal à se projeter de manière, psychologiquement, pour se dire je peux accéder à ces droits-là et je peux être accompagné pour y accéder. L'implication, la personnalisation, je pense que là ce ne sera pas une surprise. Tout le monde voit bien qu'il y a des projets personnalisés qui sont mis en place pour chacun, qui sont mis en place dans une logique de co-construction avec des objectifs et vraiment un suivi qui est régulier. Donc là, je dirais que sur ce côté-là, il n'y a pas eu de doute du tout sur le fait que les personnes sont impliquées du début à la fin pour avoir le projet qui leur convient le mieux et prendre en compte les besoins et les envies de chacun. Donc ça, c'est important. Et cette implication, elle existe au niveau individuel, pour son projet ou pour celui de son proche, mais c'est également une dimension qui peut être évoquée au niveau plus collectif, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment, les personnes vont s'impliquer dans le fonctionnement de l'établissement. Et là, les réponses peuvent être assez diverses, et il y a des personnes qui considèrent que finalement, l'implication, c'est plutôt
chaque établissement a ses capacités et son expertise, et ce n'est pas forcément aux personnes accompagnées aux familles de s'impliquer dans le fonctionnement même de la structure. Et quand elles le font, c'est plutôt dans le conseil de vie sociale, à travers le conseil de vie sociale que ça se fait. Donc là, l'évolution, il la voit beaucoup dans le bâti, avec voilà, des déménagements, des travaux qui changent la qualité de vie en positif, hein, naturellement, mais également les usages dans les établissements, avec des espaces qui peuvent être individualisés, des chambres, des studios. Elle se voit également dans la formation de profil des équipes. Hein, ils ont l'impression qu'il y a également des changements, et dans les nouveaux dispositifs, bien sûr, mais là aussi, sans changer les fondamentaux. Donc, que ce soit la convivialité, la proximité, l'attention aux personnes, et le fait voilà, de permettre à chacun de porter son projet. Là, même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure pour les acteurs institutionnels, donc je passe rapidement, ça change en fonction des établissements, bien sûr. Donc, sur les 3 focus sur des dispositifs, le premier dispositif Habitat Côté Court, où là on voit dans une solution qui est basée sur l'autonomie, la cojection, voilà, et quelque chose qui est très important, qui est finalement on arrive à un changement de statut. C'est-à-dire qu'une personne nous dit, je ne suis plus considéré comme un patient ici, mais comme un résident. Donc là, on voit que là, il y a une bascule qui se fait complètement, et finalement, il y a une possibilité de s'approprier complètement son espace de vie, en se sentant un peu propriétaire de la petite maison finalement, et avec voilà, des sous-locataires, payer un loyer, des charges, je dirais, comme tout le monde. Où là, on est dans quelque chose où on accède réellement à des droits de manière effective. Sur les unités d'enseignement élémentaire, autisme, là, ce qui est important, c'est d'avoir une unité en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans une école ordinaire, où là, c'est vraiment la dimension d'ouverture qui est la plus importante. Alors, au début, la personne dit, nous a dit que ça pouvait être adapté, on ne savait pas exactement ce que ça allait être, mais finalement, on y allait, et voilà, et on est plutôt satisfait de la mise en place et de ce que nous apporte cette unité, avec voilà, un élément qui a beaucoup d'adultes pour peu d'enfants. Et le dispositif du Perche, qui, dans le prolongement finalement, une bonne chose, c'est d'être dans une école ordinaire, c'est moins cocooning, c'est moins bulle, et différent de n'avoir que des enfants handicapés avec des difficultés dans un centre. On les prend pour des enfants normaux. Donc là aussi, on revient sur ce changement de statut qui est finalement un impact de ce type de dispositif. Même chose pour une personne qui a un projet d'autonomie et qui voilà, travaille sur son projet professionnel, où voilà, ça permet à chacun de se construire et de mettre en place des étapes dans son développement personnel. Donc là, on est encore plus dans la proximité. 2 mots sur l'information et la communication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le contact direct, le présentiel qui est le plus important. On voit également d'autres canaux qui sont cités, et notamment des canaux digitaux, dont on se rend compte que finalement, ils ont une importance tout à fait majeure, que ce soit effectivement les mails, les WhatsApp, les SMS. Et on a également, bien sûr, des comptes rendus, comme des comptes rendus des conseils de vie sociale, des cahiers de liaison. Là aussi, voilà, les dispositifs peuvent bouger en fonction des établissements. Alors, parmi les axes de réflexion et d'optimisation, on a plusieurs sujets qui sont sortis. Il y en a un premier qui est celui des transports et des déplacements. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à résoudre, mais en tout cas qui a beaucoup d'impact sur la vie familiale et des personnes et sur le lien. Le besoin de souplesse et de solutions de répit, qui est une demande relativement forte des familles. Le renforcement du lien entre parents pour partager, libérer la parole. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'échanges entre les parents dans les dispositifs pour pouvoir finalement libérer la parole, mais aussi pouvoir participer plus, être encore plus acteur. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, et je pense que c'est un vrai sujet.
Il y a des fois le besoin d'avoir un meilleur suivi des apprentissages, c'est-à-dire un manque de retour, et surtout, ils disent, si on pose la question, on va avoir la réponse, mais il faudrait qu'on nous pousse un peu plus d'informations, finalement, sur là où en est notre enfant. Là, c'est plutôt du côté des familles. Le développement de nouvelles formes de liens et de communication, notamment digitales. Et dans le cadre de solutions inclusives, une des questions que posait cette étude, c'est de se dire, on a un très fort attachement aux établissements, mais il se passe quoi finalement quand on est sur des solutions hors les murs ou inclusives? Qu'est-ce que ça va changer de point de vue-là? Quels nouveaux liens on crée? Comment on garde de l'attachement? Donc voilà, ce sont des axes de réflexion, en sachant bien sûr que ce qui a été dit sur les dispositifs innovants sont en eux-mêmes des axes de réflexion pour l'optimisation des réponses que vous apportez. Rapidement sur la Covid-19, ça a surtout joué un rôle de révélateur, finalement, comme souvent les situations de crise, ça révèle des choses qui existent déjà, avec le besoin de trouver des solutions sur la rupture de la relation présentielle, la nécessité de trouver des nouveaux canaux de communication pour garder un lien et savoir ce qui se passe toujours dans les établissements, pour son proche, mais également d'une manière plus large pour les équipes, pour les autres résidents. Qu'est-ce qui se passe dans l'établissement? Des fois, il y a l'impression de dire il n'y a plus de son, plus d'image. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Comment on peut garder ce lien-là? Des fois, il y a des situations, un impact sur les projets et le suivi. Donc là, qui peut être quelque chose qui pose problème sur le moyen terme. C'est-à-dire que, si la rupture elle est courte sur le projet, ça va, mais si c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps, quid de mon projet personnel finalement. Voilà, la perception des fois d'une volonté de faire d'expérimenter des choses, et parfois même des impacts négatifs. J'ai en tête une personne qui considérait que finalement ça s'était plutôt bien passé, qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été créées dans le foyer, qu'il y avait des échanges qui étaient encore plus proches et des liens qui se sont renforcés. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui peut exister avec la crise, avec les confinements. Vous avez dit négatif et c'est écrit positif. C'est des sourcils qui se font. Ah. C'est normal, c'est parce qu'on arrive sur la fin. Voilà, mais surtout, il faut aller vite. Voilà. Donc sur les mécènes, rapidement, donc pour ce qui est de l'évolution du secteur, ils ont une lecture qui est très proche de celle des acteurs institutionnels, et comme vous, ils considèrent qu'ils sont là pour accompagner la mutation qui est en cours, et c'est pour ça aussi qu'ils sont engagés dans un partenariat de mécénat, et finalement, ils considèrent que c'est dans les nouveaux dispositifs que va se jouer une partie de l'avenir de vivre et de venir, dans la croissance externe hors les murs et l'invention de nouvelles réponses. Là, en termes de valeur, on retrouve des choses qui sont très similaires à ce qu'on a vu sur les deux autres publics. Donc je passe rapidement. Il y a un point d'attention, c'est qu'ils considèrent que même si les choses ont évolué depuis le changement de nom, avec une communication qui est plus présente et plus peps, comme ils disent, il y a encore une présence à l'esprit insuffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le réflexe, forcément, vivre et devenir, même quand eux, ils organisent des choses, ou quand ils doivent, par exemple, conseiller un organisme. Vous n'êtes pas forcément le premier, même si la relation se passe extrêmement bien, auquel ils vont penser. Donc là, c'est probablement une question de renforcement de ce qui est engagé en communication aujourd'hui qui se pose là. Ils considèrent que sur les projets qui soutiennent également le mécénat, aujourd'hui, oui, une salle de jeu, pourquoi pas. Demain, ils vont probablement plutôt s'engager sur des projets un peu plus ambitieux, comme ils disent. Donc là, c'est un impact direct sur les projets qui peuvent être soutenus et ce qui peut être inventé finalement avec eux, en sachant que ils ont également la volonté de réinventer un peu la relation de partenariat, c'est-à-dire dépasser la simple dimension de financement pour essayer, en partenariat avec vous, de trouver des moyens qu'il y ait moins de trous dans la raquette qu'il y a aujourd'hui, et finalement de répondre à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Donc, pour résumer en 2 slides, et là, 3 images, donc on est dans une période qui est une période de mutation, de changement profond,
avec une évolution dans les façons de faire les choses, d'accompagner les dispositifs qui sont mis en place. Donc à la fois en termes de réponse pour en tant d'organisme, pour les équipes en interne, mais également pour les personnes accompagnées et l'environnement plus large, et le besoin d'embarquer le plus largement possible tout le monde dans cette mutation. Et l'analyse SWOT, comme on dit. Donc les forces, très clairement, c'est la qualité de l'accompagnement, la capacité d'ingénierie et l'expertise, la gouvernance de l'association, la croissance dans laquelle vous êtes engagé, pour atteindre ce qui est perçu comme une taille critique nécessaire, parce que ça permet le partage d'expérience, la mutualisation, tout en restant proche, agile, avec un esprit convivial, voire familial. Les optimisations, les facteurs de risque aussi, les changements de statut qui mobilisent énormément et qu'il faut porter et stabiliser. L'hétérogénéité entre les établissements. La nouvelle image qui n'a pas encore complètement infusé, ne s'est pas totalement imposée, y compris sur la dimension d'innovation, qui n'est probablement pas perçue au niveau de ce que vous faites réellement. Mieux organiser, mieux fluidifier la communication et se projeter donc, pour construire les liens de demain. Les opportunités, évidemment, c'est le positionnement favorable dans lequel vous êtes avec les nouveaux dispositifs et les nouvelles solutions que vous mettez en place. La montée sur les appels à projets d'un nouveau type. La capitalisation sur la relation avec ces différents publics, parce qu'on très clairement, vous avez une relation de proximité avec tous les publics que moi j'ai rencontrés. Le déploiement du nouveau positionnement de communication qui va contribuer à changer l'image et à renforcer votre positionnement, et les nouvelles formes de partenariat de mécénat. Les menaces, en phase de mutation, de cristallisation, il faut être en capacité de gérer une plus grande complexité et le fait que les choses ne sont pas encore cristallisées, faire évoluer les cultures et faire tomber un certain nombre de barrières, voir également si la concurrence d'autres acteurs qui sont sur le marché, qui peuvent proposer des profils et des positionnements différents, l'accompagnement du changement en interne, et le comportement des acteurs institutionnels. J'y reviens. Jusqu'où iront-ils sur la créativité et l'innovation? C'est une question qui reste posée. Voilà pour dresser très vite la photographie du rapport complet. Contrôle du timing, c'est l'indicateur. Ouais. Non, merci. Alors, franchement, je vous invite vraiment à regarder l'exhaustivité du document qu'on va vous transmettre. Parce que, merci Joanne d'avoir compressé, il fallait qu'on tienne. C'était un peu pour vous mettre en appétit. Mais vraiment, je vous invite à... Parce que 15 familles, personnes accompagnées, c'est quand même un échantillon. On ne peut pas ne pas l'entendre. On ne peut pas ne pas l'entendre. Donc voilà, je vous invite vraiment à en prendre connaissance de manière exhaustive. On vous le donnera. Il me semble que ça enrichit aussi les éléments stratégiques qu'on évoquait. On a quand même des éléments sur la stratégie là, qui sont clairement... voilà. Même si... Ouais, Michel. On a fait un choix en essayant d'avoir une diversité dans les... c'est nous qui avons, entre guillemets, fléché, identifié pour, une diversité, et deux, des gens qui avaient des choses à dire. Pas forcément positif, mais des gens qui potentiellement avaient des choses pour une raison X ou Y. Plus que potentiellement, oui. Mais c'est vrai qu'on a, l'idée c'était d'avoir diversité, protection de l'enfance, SSR, handicap, sur nos grands champs d'intervention, et des gens qui potentiellement avaient des choses à dire en lien avec les directions d'établissement. Mais aussi, sur les petits, d'avoir des familles et les personnes elles-mêmes, pas que les familles. Aussi, à chaque fois que possible, on entendait aussi les personnes elles-mêmes. Pas seulement des proches. Et juste, je vous passe la parole, Bruno, mais en lisant le document aussi, on voit l'équilibre, quoi. On rentre dans le cœur d'un certain nombre de sujets sur les deux côtés, quoi. Donc c'est pour ça que je vous invite à le lire. Ouais, Bruno. Juste, vous avez parlé au niveau des attentes. Non. Oui, ça va, je peux parler. Bon. Bon. Okay. Au niveau des attentes de nos financeurs, vous avez parlé de mix de solutions. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser, ou peut-être d'ailleurs ça peut être complété par notre présidente, est-ce qu'on a des exemples de solutions mixtes que nous avons
mis en place dans nos établissements et que vous pourriez nous rappeler? Les dispositifs que je présentais comme innovants sont clairement dans cette logique-là, puisqu'on a une liste de solutions entre l'établissement et beaucoup de liens avec l'extérieur, beaucoup de partenariats et d'ouverture. Donc là, on est clairement dans ça, mais y compris dans des établissements plus classiques. Le mix de solutions, il va être dans des liens avec des ESAT, avec des partenaires. Et c'est tout ça, en fait, c'est tout ce qui est au niveau de l'ancrage local qui va permettre d'avoir ces solutions-là, qui sont plus complexes d'une certaine manière. Puisque plus vous allez faire du hors-les-murs, plus vous allez avoir besoin d'avoir des réponses qui vont demander de la coordination, un nombre d'intervenants plus important. Et donc là, ce mix de solutions, il est c'est de ce type-là. Il faut savoir qu'on le fait depuis longtemps déjà, dans différents établissements. Non, c'est quand même plutôt des systèmes qui se développent actuellement. Souvenez-vous, on avait eu une présentation à Excelsior, où on voyait que pour former, il y avait un jeune qui nous avait expliqué l'année dernière qui voulait se former, qui n'avait pas la formation Excelsior et que donc il était parti dans un dispositif de formation ordinaire. Là, on est dans une logique de mix de solutions. Il est toujours suivi par l'établissement, mais il fait sa formation en milieu ordinaire. Et puis les directeurs qui sont là pourraient répondre également pour des enfants pour lesquels il y a de temps en temps de la présence dans l'école maternelle ou en primaire, Elisabeth qui est là, et puis d'autres temps qui sont des temps en établissement, etc. Finalement, quelle que soit la forme que la personne et que l'enfant soit en IME, en CESAD, etc., finalement on finit par ne plus faire trop attention à l'autorisation, même si on est très respectueux bien évidemment de ce qui nous est demandé, mais soit en parallèle, soit sur des temps qui sont des temps différents. L'idée, c'est l'idée du mix, c'est l'idée d'essayer le plus possible d'aller vers une réponse, j'allais dire, une réponse comme les autres, avec, j'allais dire, le soutien et l'accompagnement des équipes. Que cet accompagnement des équipes se fasse là où est la personne, ou de temps en temps, avec des temps de regroupement et d'accompagnement plus individualisés. Elisabeth est d'accord. J'avais une autre question concernant, j'ai observé qu'il y avait, semble-t-il, la perception d'un besoin important de formation de nos professionnels. Est-ce que vous pouvez, je dirais, commenter ce point? Et j'ai retenu le mot de Désapprendre, oui. Désapprendre, oui, voilà. Certains ont même été jusqu'à dire, probablement, qu'il fallait sortir un peu du... Certains ont été jusqu'à dire qu'il fallait des fois sortir un peu du médico-sauce pour avancer sur une approche qui soit une approche qui va muter d'une certaine manière. C'est-à-dire que le rapport que vous allez avoir avec la personne accompagnée n'est pas la même. Et ça suppose un accompagnement, un changement de culture et une formation. C'est vraiment dans ce sens-là que les choses ont été dites. Et d'ailleurs, on voit même ce changement de culture, cet accompagnement, il faut qu'il soit apporté aux personnes accompagnées elles-mêmes et à leur environnement. Moi, je me rappelle très bien un jeune autiste suivi par un CESAD qui dit moi, tous les ans, oui, c'est important d'expliquer aux autres personnes dans une école ordinaire ce que c'est qu'être atteint d'un trouble du spectre autistique. Parce que là, du coup, les gens comprennent et les gens comprennent et la relation change complètement. Même chose pour son père, avec les parents des autres enfants. Et tout ça, c'est quelque chose qui demande de faire changer les habitudes et d'avoir vraiment un accompagnement en interne, mais également pour les publics cibles et leur environnement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... Ça, c'est vraiment un élément très important, notamment en projection pour nous dans l'association. C'est-à-dire que les pratiques doivent évoluer. C'est-à-dire que si on est dans une approche inclusive, où on dit que les personnes doivent pouvoir aller à l'école, doivent pouvoir travailler, doivent pouvoir aller faire leurs courses, etc., on va avoir, enfin, quand je dis on, l'association, les professionnels vont avoir, à côté de l'accompagnement de la personne elle-même, j'allais dire,
la transformation de la vision de la société et donc la transformation des personnes, de la vision des personnes qui vont côtoyer la personne en situation de handicap. C'est la chose un peu claire. Si vous arrivez autiste ou peu importe, malade psychique, peu importe, dans un collectif de travail, les professionnels du médico-social, ils vont devoir également accompagner le collectif du travail qui va intégrer la personne. Si vous voulez qu'un jeune adulte vive en habitat inclusif ou vive, il va falloir à un moment donné l'accompagner pour qu'il aille à la boulangerie et que quelqu'un l'accompagne à la boulangerie pour expliquer au boulanger voilà, que cette personne-là, quels peuvent être ses besoins, etc. Et donc que l'environnement. Et donc c'est un rôle différent et supérieur qui va être demandé à tous nos professionnels, parce que la dimension inclusive, c'est ça. C'est qu'il faut faire évoluer le regard d'une société, et donc il faut faire évoluer la perception, je dirais, de l'entourage proche des personnes. Et c'est le travail que l'on fait cette fois-ci depuis plus de longue date avec les écoles, hein, puisque c'est tout le travail qu'on fait avec les professeurs des écoles, etc., qui sont amenés à accueillir des enfants. Mais cette dimension-là, il va falloir également la traduire dans le domaine du travail et dans le domaine, tout simplement, de la vie quotidienne. C'est un autre métier, quoi. C'est un métier complémentaire. Bon, Elisabeth, je sais que vous l'avez en tête, donc je le dis à votre place, vous n'avez pas demandé le micro. Non, mais un exemple pour illustrer ce que vient de dire la présidente. Elisabeth m'a transmis un document sur les assistants parcours de vie, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un professionnel qui va être un professionnel éducatif auprès du jeune, ça va être des professionnels qui vont gérer du projet, en fait, qui vont gérer le projet de la personne, et donc être beaucoup plus éloignés, probablement, pour certains des professionnels, du jeune ou de la personne accompagnée, pour aller travailler avec les différents partenaires. Donc Elisabeth s'est mis un peu en veille, on a récupéré quelques informations. Et c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, enfin, je pense à l'équipe mobile soins palliatifs, une équipe mobile qui bouge sur le territoire, elle ne fait pas que du soin pur et dur. Elle implique la famille, elle implique le médecin traitant, elle implique les soignants autres. Et ça rejoint la question du care qu'on évoquait tout à l'heure. Mais c'est autre chose. Quand vous avez appris, je caricature, enfin... Quand vous avez appris à faire des piqûres et que vous vous retrouvez à aller convaincre la famille d'utiliser une pompe à insuline, etc., il y a une dimension autre, quoi. Je caricature un peu, mais... un peu. D'autres questions, interrogations, remarques, compléments? Non? Ouais. On a interrogé les collaborateurs. Non, là c'était partie prenante plutôt externe, sauf les personnes accompagnées. Mais non, là on était donc une quinzaine de familles, personnes accompagnées, je parle sous votre contrôle, Johan. Financeurs, donc principalement ARS, conseils départementaux, pour le faire court. Des mécènes et quelques associations partenaires, associations plutôt tête de réseau dans le champ de la santé au sens large, ou champ du handicap. Donc là, c'était plutôt des interviews publiques, enfin personnes accompagnées et partenaires. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'introduisais un peu sur la méthode tout à l'heure, en disant là, on va rentrer sur des logiques d'interview internes pour compléter tout ça. Et là, on faisait un peu le tour des parties prenantes, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Juste deux précisions. La première concernant effectivement ce qui a été mentionné concernant renforcer l'implication des familles, libérer la parole, savoir si par exemple dans le cadre de notre association il y a des exemples où effectivement les familles sont plus spontanément impliquées et participent à la co-construction des projets, ceci, cela, enfin, sont partie prenante des évolutions, a fortiori des évolutions à venir, qui sont porteuses de conduite de changement importants. Et je crois que si les familles sont à côté, ça va être effectivement plus difficile. Et puis la deuxième question,
qui est sans doute un peu plus technique, c'est par rapport à la logique de tête de réseau, ou si j'ai bien compris, chef de file, c'est-à-dire qu'on est en fait porteur d'une expertise et on est capable de construire avec une mosaïque de solutions, et in fine, ça ressemble à quelque chose. Qui peut être confortable pour les acteurs institutionnels ou financeurs. Donc avoir, disons, un éclairage sur ces deux points. Sur ce qui est de l'implication, moi, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai pas eu une famille ou une personne qui n'était pas impliquée dans la construction de son projet, très, très clairement. Donc c'est une demande dans les premiers slides de la part des institutionnels, notamment que cette dimension soit renforcée, mais en clair soit poursuivie, en sachant que l'implication, je prends l'habitat de dispositif habitat côté court, l'implication, ça devient de la co-gestion, avec des réunions toutes les semaines sur ce qui va se passer dans la résidence, les liens avec les maîtresses de maison, etc. Donc là, on passe dans une autre dimension. On n'est plus dans un projet personnalisé, on est dans quelque chose qui est finalement être totalement acteur, je dirais quasiment au quotidien, de la vie dans son environnement. Donc ça sur le premier point. Sur la dimension tête de réseau, oui, c'est quelque chose qui venait du côté des acteurs institutionnels. Est-ce que c'est un besoin de leur part? Je ne sais pas, d'avoir des relais. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un signe de l'ancrage que vous avez sur les territoires. Il y en a qui ne diraient pas ça si vous n'aviez pas cette capacité-là, si vous n'étiez pas fortement ancré dans les territoires. Il y en a qui, pour qu'ils puissent vous percevoir comme une tête de réseau, c'est que d'une certaine manière, vous l'êtes déjà. On a échangé avec Johan sur ce sujet-là. C'est ce que disait Johan aussi tout à l'heure. Il y a aussi une contradiction parfois des pouvoirs publics qui nous demandent un peu tout et son contraire. Je regarde Fabien, là on a répondu à un appel à projet à partir de Bellestello. Et deux réponses arrivent en finale, nous et d'autres. Et en fait, en gros, donc cofinancé département et ARS. Et en fait, l'un nous dit moi je vous préférez vous. Puis l'autre il dit moi je préférais l'autre. Donc on leur dit ok, c'est quoi votre décision? Nous on ne s'est pas décidé, donc décidez-vous vous. Enfin, donc voilà, bon moi je veux bien être tête de réseau, mais il y a un moment c'est eux qui enfin bon, c'est un peu anecdotique pour illustrer le truc. Et c'est vrai qu'ils sont en attente. Le cahier des charges était assez large, comme ce que vous disiez tout à l'heure, Johan. Je fais une réponse, je pense que voilà, sur le fond on était assez intéressant, les autres plus rassurants pour d'autres sujets, mais au moment de la décision, Oui, je suis d'accord. La question de la tête de réseau, c'est effectivement le fait de, comme les autorités ne veulent pas trancher, si quelqu'un d'autre anime et organise le secteur, ça serait quand même vachement mieux. Donc il y a une limite, à l'exercice, évidemment. Parce que bien évidemment, les autres associations n'ont pas forcément envie, il y a ça aussi, que je veux dire, ne sont pas forcément demandeuses que quelqu'un prenne la tête de réseau. Et vous entendez dans le fond? Ouais, allez-y. Après, Roger, je vous passe. Ce qui ressort de votre analyse, qui est très intéressante, merci ce retour, c'est qu'en fait, on a des logiques d'écosystème qui se mettent en place. C'est vrai dans le secteur d'activité, mais c'est vrai dans plein d'autres, avec en fait une double logique dans notre cas, qui est à la fois une logique territoriale, je vais en donner l'exemple immédiatement là, on a une logique de métier, en fait, et tout le jeu va consister à structurer des partenariats multiples sur lesquels on vous incite, vous, parce que vous êtes un opérateur assez puissant, à prendre la tête de fond, on appelle ça en stratégie les positions nodales, donc est au cœur du mécanisme, avec autour de vous, gravitant avec des liens plus ou moins importants, soit des partenaires au type de leur territorialité, soit au type du métier qu'ils exercent complémentaire du vôtre, en fait. Donc la stratégie, elle peut se réfléchir au travers de ces axes-là, et ça me semble être extrêmement important de la penser comme ça, pas uniquement comme ça, mais également comme ça. Mais moi, je suis convaincu qu'on a tous, je mets la direction générale dedans, et les directions d'établissement, on doit renforcer notre travail de connaissance de nos territoires. Il faut aller battre le pavé, les rencontrer, les partenaires, etc. Là, je pense qu'on a une marge de progrès. Je mets la direction générale aussi tous, dans notre secteur. Là, on a vraiment un gros travail. Roger. C'est-à-dire que là, pour l'association, c'est compliqué quand vous reprenez des anciennes associations avec des anciennes méthodes. Avec une culture. Donc le problème de la culture et du changement est
Et d'ailleurs, tout à l'heure, Joanne, vous avez prononcé le mot de cogestion en parlant de côté court. Je suis sûr qu'il y a au moins la moitié des directeurs qui cogestion ont pensé CSE tout de suite. Dernière question, peut-être, Francis, ouais. Allez-y, vous parlez fort, allez-y. Je veux dire que ça soit une question, mais je reviens sur l'hétérogénéité entre les établissements que vous avez mis dans les faiblesses, là, et ça rejoint aussi un peu ce que disait Roger à l'instant. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des établissements qui sont un peu atypiques par rapport à l'ensemble des établissements qui sont gérés par l'association. Et en gros, ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a un projet un peu à part, un peu associatif, ou est-ce que, inéluctablement, ils devront changer, évoluer, c'est sûr, c'est normal qu'ils évoluent, mais est-ce qu'ils devront changer carrément leur population d'accueil, etc. Parce que c'est quand même une vraie question qui doit peut-être trouver une formulation, pas directement comme ça, bien sûr, mais dans le projet stratégique. Que ça soit peut-être plus clair. Vous avez dit que c'était pas une question, même si j'ai un avis. Mais c'est aussi à ça que sert un projet stratégique. Un projet stratégique au regard des besoins, de l'analyse des besoins, au regard des réponses que l'on apporte. Est-ce que finalement on fait évoluer ou pas la réponse? Et j'allais dire, il n'y a pas une réponse univoque. Et là, pour le coup, on revient sur l'analyse des territoires, l'analyse des métiers, et on regarde effectivement ce que l'on souhaite faire dans le cadre de la vision globale, qui est comment on améliore et comment on adapte nos réponses aux attentes des personnes. Séquence suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne. Très intéressant. Très bien.